I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent les parcours de conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de nos quotidiens qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 6 de la saison 2 du podcast Les enfants vont bien. Je vous préviens dès l'introduction de cet épisode, nous avons rencontré des difficultés de son lors de l'enregistrement de cet épisode. Il va vous falloir donc tendre l'oreille pour pouvoir comprendre Rémi à certains moments. Les messages qu'il avait à faire passer étaient trop importants pour ne pas produire cet épisode. Je vous remercie donc par avance de votre indulgence vis-à-vis de la qualité de cette interview. La GPA a mauvaise presse, il faut bien se l'avouer. On entend de tout la concernant, et surtout de bien vilaines choses. Évidemment, les témoignages que l'on retient sont surtout ceux qui marquent, et donc ceux qui sont les moins enviables, un peu comme quand on regarde sur Google à quoi correspondent nos symptômes, et qu'en plus on est un poil hypocondriaque. Alors, on a en tête l'exploitation du corps des femmes, l'enfant non remis aux parents d'intention, le dédit aussi du parent d'intention, le coût qui est certain, la difficulté d'accès à ce type de procréation, et on imagine se rendre dans des pays en voie de développement, et bien sûr, j'en oublie. Et puis il y a la manif pour tous, peu nombreux, comme le souligne bien mon invité, mais qui font tellement de bruit qu'ils contribuent à enfoncer des doutes qui nous chatouillaient déjà. Alors, cette semaine, je reçois Rémi, qui nous embarque dans son parcours de GPA à Toronto, au Canada, mais surtout qui nous fait cheminer avec lui autour des idées reçues que lui aussi a dû déconstruire. Il voulait être papa, c'était évident, mais jamais la question de comment ne s'était posée. Quand il rencontre Grégoire, la coparentalité se présente pour être finalement écartée. Rémi nous guide durant cette interview dans les démarches qu'ils ont entreprises et nous donne des tips pour pouvoir faire des choix éclairés. Parce que finalement, la GPA est le plus souvent éthique quand elle est encadrée. On se rend dans des pays aussi, voire plus développés que les nôtres, et nos enfants ont bien des papiers et une identité en arrivant sur le territoire français. Je vous laisse découvrir l'histoire de cette jolie famille qui a vu son parcours de GPA couronné de succès par la naissance de leur petite Ava en 2017. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Rémi. Bonjour. Je te remercie beaucoup de t'être rendu disponible pour cet entretien tous les deux. Donc Rémi, en fait, tu es venu vers moi pour me raconter ton histoire que tu as déjà racontée auparavant sur d'autres médias, notamment à la radio, dans un épisode. Tu peux m'en parler peut-être un petit peu, enfin on en parlera peut-être un petit peu juste après. Aujourd'hui, tu es venu vers moi parce que tu es papa. Oui. Et que tu es donc papa avec un autre papa. Tout à fait. Tu as une petite famille bien à toi. Est-ce que tu peux me raconter, me raconter ta famille en fait? Du coup, je m'appelle Rémi, j'ai 40 ans, je suis marié avec Grégoire et on a une petite fille de 3 ans qui s'appelle Ava et qui est née il y a un peu plus de 3 ans au Canada suite à une gestation pour autrui. D'accord, donc une petite Ava de 3 ans. Exactement. Donc, je dois préciser parce que souvent je connais un peu les histoires où je suis sur les comptes Instagram que je ne connais absolument pas ta famille et je n'ai jamais vu non plus de photos de votre famille. Donc voilà, c'est vraiment de la découverte pour moi aujourd'hui, totalement, on va dire. Est-ce que tu peux me raconter comment vous vous êtes rencontrés avec Grégoire ? De façon assez classique sur les réseaux sociaux. On a échangé sur Twitter et on a commencé à parler pendant un certain temps jusqu'à se rencontrer et puis on ne s'est plus jamais quitté. C'est marrant parce que finalement les réseaux sociaux c'est quand même pas, en tout cas sur mes épisodes, c'est pas ce qui revient le plus. Mais bah voilà. Mais effectivement ça reste une façon très classique de se rencontrer. Tu l'as rencontré en quelle année, Grégoire ? Je l'ai rencontré en 2013. En 2013, d'accord. Donc juste avant ou pendant les débats sur la loi du mariage pour tous ? Ouais, plus ou moins pendant. Enfin, ça avait déjà commencé puisque
Alors, je le connaissais pas personnellement, mais à la première manif qui avait eu lieu, je l'ai aperçu, on se connaissait pas encore vraiment, donc effectivement, c'était pendant les débats. D'accord, ok. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu l'as aperçu, non pas pour la première fois, sinon tu n'aurais pas pu le C'est ça. repérer. Je connaissais son existence. Tu connaissais son existence, d'accord. Et donc, du coup, tu me dis que vous vous êtes plus jamais quittés, c'est-à-dire que vous avez tout de suite emménagé ensemble Non, ou non, non, vous non, non, avez pris un peu de ça temps? a pris du temps, ça a pris du temps parce qu'on voulait, on était déjà, je veux dire, âgés, c'est pas vrai, mais on était déjà des vraies grandes personnes, et on avait bien installé chacun de notre côté, et du coup, Mhm, on voulait attendre d'avoir vraiment envie d'habiter ensemble, d'être sûr de ce qu'on faisait euh, et pas se précipiter. Donc mhm. on a quand même, enfin, en fait, c'était un peu ridicule financièrement, parce qu'on passait notre temps ensemble, et qu'on payait le loyer pour rien, mais on a mis un petit peu de temps. Je crois qu'on a emménagé ensemble en fin 2014 de mémoire. D'accord, oui, donc vous avez pris un petit peu de Ouais, temps, un petit peu. effectivement. Bon, après, effectivement, quand on est déjà bien installé dans la vie, C'est ça, il faut aussi rompre nos habitudes. exactement. Ok. Et vous avez dès le départ parlé de ce projet de parentalité ou c'est venu petit à petit? Bah, assez rapidement parce que, bah, comme tu l'as souligné, en fait, on s'est rencontrés pendant les débats sur le mariage pour tous, ce qui fait que on avait quand même, on était quand même plutôt disposés à aborder ces problématiques et ces questions qu'on se posait sans doute moins avant, j'imagine. En tout cas, moi, je ne les ai pas posées pareil avant. Mhm, Et je sais que très très rapidement, même je crois de mémoire avant même qu'on soit réellement en couple, euh, on a discuté de nos désirs de parentalité et de se rendre compte qu'on avait tous les deux, sur le principe et dans nos rêves les plus fous, envie d'avoir des enfants. mhm. Donc on en a parlé au début de façon un peu improbable de ce qu'on aimerait si jamais c'était vraiment possible, mais ça n'était pas. Donc on en a parlé ouais, une fois, mais très longtemps. Et puis après, effectivement, c'est revenu un peu plus tard, euh, sachant que Grégoire avait initialement un projet de coparentalité qui était plus ou moins en route D'accord. quand on s'est connus, euh, auquel je me suis greffé sans me greffer et qui n'a pas tout à fait marché, et tant mieux. Et après voilà, on a parlé, on a essayé de voir d'autres moyens de pouvoir concrétiser notre souhait d'avoir des enfants. Et du coup, Grégoire avait donc déjà un projet de parentalité, en fait. Il était engagé dans quelque chose. Oui, alors engagé, c'est un bien grand mot, mais il y avait un projet effectivement avec une connaissance à lui euh, Mhm. pour le cas échéant faire une coparentalité qui a capoté. D'accord. Et quand toi, tu réfléchissais à avoir des enfants, Mhm. tu t'étais projeté dans une technique où tu savais juste que foncièrement, tu aurais des enfants, enfin fondamentalement, pardon, tu aurais des enfants, Bah, je sais, et sans te poser de questions? je pense que ouais, je me posais pas forcément beaucoup de questions. C'est vrai que à ce moment-là, enfin, jusqu'au moment, enfin, je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais jusqu'au moment Mhm. où on s'est vraiment tourné vers la GPA et qu'on s'est vraiment renseigné, etc., c'était quelque chose qui était plutôt inabordable pour moi, enfin, de ce que j'imaginais. Donc c'est vrai que j'avais pas du tout pensé, anticipé ou conçu l'éventualité d'une GPA. Et j'imaginais que si c'était possible, ça serait plutôt vers une adoption que je me tournerais. Mhm. D'accord. Et quand quand vous en avez parlé avec Grégoire et qu'en plus toi tu as eu connaissance de ce projet de coparentalité, est-ce que tu connaissais enfin tu avais une notion en tout cas de cette méthode et est-ce que c'était quelque chose qui était envisageable pour toi? Alors moi je connaissais, puisque après je travaille dans le domaine du droit aussi, donc j'avais déjà été dans le cadre de mon travail euh, confronté à ces questions, et donc je savais. Mhm. Après moi, à titre personnel, j'étais pas forcément très partant pour moi. Ok, et est-ce que pour toi c'était important ou pas, ou est-ce que tu avais envisagé de te marier avec lui avant le projet? Comment a avancé votre histoire en fait? En fait, on a effectivement cette histoire de coparentalité était présente sur tout le début de notre relation, puisque c'est quelque chose qui avait été évoqué entre lui et cette femme avant notre rencontre. Euh, et c'est quelque chose qui lui tenait à cœur. Alors après, je pense qu'effectivement, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, que quelqu'un se greffe plus ou moins sur ce type de projet, c'est jamais simple. Mhm. Donc je pense que c'est d'ailleurs aussi en partie pour ça que ça n'a pas prospéré, parce que je suis arrivé en cours de route et que je faisais pas partie initiale du plan, donc ça me paraît Mhm. logique aussi. Et c'est vrai que quand ça s'est arrêté comme ça, euh,
donc c'est aussi que, enfin, moi, il était assez triste de la chose. Et je dis, mais enfin, il y a pas de souci, en fait. Enfin, il y a d'autres moyens d'avoir des enfants et on va voir ce qu'on va faire, mais on aura des enfants, t'inquiète pas. Donc on s'est inscrit dans une asso de parentalité gay et Mhm. on a commencé à essayer de se rendre à certaines réunions jusqu'au moment où il y avait une réunion, c'était un samedi, sur, je sais plus comment c'était intitulé, mais en gros c'était vraiment une initiation à la GPA, c'était vraiment les grandes lignes, Mhm. etc. Et on n'en avait jamais parlé. Et je me souviens lui avoir dit, écoute, je sais pas ce que toi, quelle est ta position. Moi, je n'arrive pas à savoir aujourd'hui ce que je pense de la GPA. Euh, mais il y a une réunion, est-ce que ça te dit qu'on y aille? Au pire, c'est pas pour nous, on a perdu 3 heures de notre week-end, c'est pas très grave. Il m'a répondu qu'il était dans le même état d'esprit que moi, on y est allé, et en fait, euh, on s'est rendu compte que c'était très agréable, que que finalement ça correspondait, ça semblait correspondre à ce qu'on voulait euh, pour notre famille, notre histoire. Euh, et puis voilà, du coup, on a commencé à se renseigner beaucoup plus sérieusement et à avancer et dans notre connaissance du process et dans notre histoire en même temps et du coup un petit peu dans les prémices du parcours. D'accord. Parce que c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent, je pense que d'un avis extérieur ou d'un œil extérieur, on a l'impression que dans les couples gays, la GPA, elle est complètement intégrée dans les possibilités et que finalement, c'est acté. Enfin, tu vois, toi, Ouais, tu me dis, et je trouve ça hyper intéressant, qu'il faut, toi aussi, enfin, que vous aussi, vous avez eu besoin d'avoir un cheminement pour savoir ce que vous en pensiez, si éthiquement ça vous convenait, si même financièrement, finalement, oui, ça vous c'est ça. convenait. Bah oui, déjà, enfin, déjà moi je connais pas mal de garçons gays qui sont soit opposés, soit pas vraiment pour la GTA. Et après, au-delà de ça, alors je pense que je te parle de ça, c'était pas il y a 50 ans, mais c'était il y a encore quelques années. Et je pense que les choses ont quand même beaucoup évolué ces 3-4 dernières années. Et que, Mhm. alors c'est peut-être parce que j'ai baigné dedans aussi, j'en sais rien, et ma vie est viciée, je sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'à l'époque, j'avais pas une connaissance euh, poussée du sujet. Et tu parles de l'éthique, effectivement. Je connaissais pas les différentes options qui se présentaient à nous. J'avais jamais, j'avais que en fait ce qu'on nous mettait en avant les détracteurs de la GPA, en Ouais, somme, voilà. et l'idée que c'était atrocement cher et totalement infaisable. Donc en fait, voilà, mes images, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça. De toute façon, c'est inabordable financièrement et on exploite une femme sans réfléchir à ce qui va se passer pour elle après. Voilà, c'était en Ouais. gros les images que j'avais. Je schématise un petit peu. Sinon, je serais pas allé à cette réunion. Sinon. Oui, finalement, les détracteurs de la GPA arrivent très bien à nous faire passer des discours, enfin, des discours enfin, ou en tout cas des idées reçues. Ils arrivent à nous conditionner. Oui, et qui restent parce que si on s'intéresse pas plus que ça à la question, on entend, enfin finalement, quand on réfléchit, quand on regarde un peu avec précision, la manif pour tous, ils sont pas si nombreux que ça, ils font pas tant d'actions que ça, mais ils sont extrêmement médiatisés, donc effectivement, ça reste, C'est ça. et les autres courants qui ont un peu plus de réflexion, ou qui reflètent plus la réalité, sont pas spécialement mis en lumière et ça part pas sur eux. Donc c'est vrai qu'on a cette image et ce Ouais, discours qui reste et qui est latent et c'est la seule chose qu'on entend en fait. Donc, quand on s'intéresse pas à la question. exactement. Donc là, vous avancez tranquillement sur votre process. Tu te souviens en quelle année c'était quand vous avez été à cette réunion? En 2015, D'accord, en 2015. Et c'est quelle association par laquelle vous êtes c'était la passé? PGL. La PGL, oui, bon, évidemment. Il y en a deux en même temps. Oui, c'est ça. Il y en a pas beaucoup et celle-ci est quand même la plus connue, donc C'est ça. d'accord. On a été à cette réunion et après cette réunion, on a commencé à se renseigner, donc déjà par nous-mêmes. Mhm. Et on a eu vent d'une association américaine cette fois qui s'appelle Men Having Babies, euh, Mhm. qui se rend, alors qui est basée à New York, je crois, enfin, peu importe, qui est un site internet qui regroupe tout un tas d'infos, alors en anglais bien sûr, mais sur la GPA. Mhm. Il y a des forums, il parle des agences principalement américaines évidemment. Oui. Enfin, c'est vraiment un site alors c'est un peu mercantile parce que c'est américain et que la concurrence entre les agences là-bas est féroce parce qu'il y en a beaucoup. Mais, Ouais. euh, mais ça permet de faire quelque chose, d'avoir une image assez large. Et il se déplace en Europe une fois par an
pour faire, alors j'ai jamais trouvé de mot mieux que ça, parce que c'est pas très joli et pas très mais une espèce de salon, quoi, où il y a un certain nombre d'agences et de cliniques qui se déplacent, mais il y a aussi des Mhm. intervenants et des témoins qui sont là. Et donc ils étaient, D'accord. je pense que c'était au mois de mai 2013, 2015, il y avait ce fameux regroupement à Bruxelles, euh, Bruxelles, d'accord. et qui tombait le week-end de notre anniversaire. Donc on s'est dit de rencontre, on se C'est dit un allez, signe. ouais, c'est ça, c'est un signe, on va se payer un bel hôtel, on va aller passer le week-end à Bruxelles, et en même temps on va à cet À ce événement congrès. pour voir un peu ce qu'il en sort, et voilà. Et c'est vrai que je pense que ça a été le l'événement qui nous a fait vraiment switcher et se dire bah, évidemment que c'est ça qu'on veut, euh, et notamment parce qu'il y avait des mères porteuses qui étaient là, qui racontaient leur histoire. Alors, avec le recul, il est évident que de toute façon, ça doit mal se passer pour certaines mères porteuses qui le vivent mal, parce que c'est quelque chose d'humain, donc forcément, ça se passe pas pareil pour tout le monde. Il est Mhm. évident que celle qu'ils avaient invitée, c'est que ça se passait bien, qu'elle avait un score positif, mais sur le moment, c'est pas tout à fait son histoire, on dit, c'est génial. Enfin voilà, et elle était assez, elle avait beaucoup de recul sur la situation. Elle expliquait vraiment son ressenti, vraiment, voilà, euh, après, c'est un discours qui est un peu rodé, mais voilà, ce qu'on pouvait reprocher au process et ce qu'elle avait à répondre à ça, etc. Et c'était, en fait, ça C'était nous a rassurant. ouais, c'était rassurant de voir qu'une femme qui effectivement avait porté l'enfant de quelqu'un d'autre était là, nous raconter comment elle l'avait fait, était vraiment hyper heureuse de l'avoir fait, épanouie et de nous expliquer comment et pourquoi euh, nous, Européens braqués, ça lui posait aucun problème moral de le faire. Mhm. Donc, Ouais, c'est intéressant de connaître. Alors, je ne savais pas, hein. Je savais que certaines agences avaient des points en France, enfin des ouais. points d'accueil en France, mais un congrès comme ça, je pense qu'effectivement, c'est. Bah, c'est à peu près tous les ans, parce que je sais que enfin, moi j'ai des amis qui sont retournés à Bruxelles cette année, Mhm. dans le même cadre, donc, et ça permet du coup, parce que de mémoire, il y a toutes ces interventions, donc il y a des parents qui témoignent le matin, en fait c'est plein de témoignages, donc de parents, de mères porteuses, je pense que les associations parlent un petit peu également. Après, et après, il y a effectivement, on peut rencontrer, il y a pas mal d'agences et de cliniques qui sont là, ils ont des stands et on peut les rencontrer, parler avec eux, poser des questions. Et l'après-midi, il y a des petits ateliers où on peut s'inscrire pour avoir alors c'est des entretiens groupés, après on peut avoir des entretiens individuels, des entretiens groupés avec certains intervenants qui présentent un peu plus leur fonctionnement, leur projet, etc. pour voir ce qu'il en est. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant et ça permet de, outre le fait de rencontrer réellement, physiquement, des professionnels qui pourront nous aider après, c'est pas la même chose qu'un site internet. Euh, Ça permet d'avoir aussi une offre qui est assez fournie devant soi et on peut comparer un peu et rencontrer des gens aussi pour parler de notre projet, ce qui est plutôt rassurant et intéressant à ce Oui. moment. En fait, ça te permet de faire des choix vraiment éclairés et en plus de prendre des contacts finalement. Exactement, et de savoir. Alors nous, ça nous a plus affirmé parce qu'on avait déjà un peu avancé dans le cheminement et on savait qu'on souhaitait, enfin, on pensait qu'on voulait se diriger vers le Canada et ça nous a effectivement convaincu qu'on avait fait les bons choix et qu'on voulait rester au Canada et pas aller aux États-Unis. D'accord. Parce que là, pardonne-moi, il faut que tu me le remémores. C'était les États-Unis qui organisaient le congrès. Ouais, ouais, c'est une D'accord. association américaine. Il y avait en revanche, il y avait une agence canadienne, pas Ah celle oui, avec d'accord. Ils avaient laquelle quand on est même passé. convié les concurrents. Exactement, il y avait aussi une. Pas celle avec qui on est passé, mais il y en avait une quand même. D'accord, ok. Ok. Et qu'est-ce qui t'a donc fait confirmer que, enfin, qu'est-ce qui vous a confirmé que tu souhaitais passer plutôt par le Canada que par les États-Unis, à part le côté mercantile qu'on connaît quand même. Bah, déjà, pour le coup, enfin, moi, enfin, nous, on est tous les deux d'accord là-dessus, le côté mercantile, alors surtout après être passé à ce congrès où il y avait des petits spots publicitaires de chaque agence, etc. Enfin, c'était vraiment Du commerce, après, quoi. ouais, je trouve ça très joli. Après, je comprends et je comprends aussi qu'on a envie d'aller de se tourner vers les États-Unis parce que c'est plus sécurisant, parce que c'est tellement professionnel au final Oui, c'est ça. que c'est sur des rails et que tout va bien. À l'inverse, moi, ce côté mercantile pour ce projet-là me dérangeait, enfin, nous dérangeait. Et, euh, et c'est vrai que le côté un peu plus, alors je sais que c'est en train de changer parce qu'il y a de plus en plus d'agences qui ouvrent au Canada. À l'époque, il n'y en avait que deux et demi. C'était un côté un peu plus familial, euh, Mhm. alors qui était effectivement, on l'a vu par la suite, qui était peut-être un peu moins rassurant sur le cadre, mais le soutien, je ne sais pas comment dire, pendant tout le process, mais en tout cas, qui nous correspondait mieux.
pendant pour le début. Et au Canada, les mères porteuses sont simplement défrayées. Elles sont pas Mhm. rémunérées, mais on se disait aussi que sans doute elles faisaient peut-être ça pour des meilleures raisons. Enfin, encore une fois, je généralise alors que c'est pas le cas, hein. Il y a plein de mères porteuses américaines qui font ça pour très bonnes raisons. Mais là, on avait l'assurance que c'était pas pour la pâte du gain qu'elle le faisait, parce que c'était simplement défrayer leurs frais. Mhm. Et l'agence avec laquelle on avait échangé, ce qui a achevé de nous convaincre aussi, c'est que c'était du coup la mère porteuse qui nous choisissait. Nous, on avait, Ouais. voilà, on avait un profil à remplir pour se vendre, en gros, et ce profil était soumis à des mères porteuses qui disaient, ah là, eux, j'ai très envie de les connaître, et est-ce que ça serait possible? Et c'est vrai que ça nous plaisait aussi, euh, le fait que, enfin, ce soit elle qui est l'ascendant, en fait, quelque part. Ouais. C'est elle qui prenait les décisions là-dessus, enfin, jusqu'à ce qu'on se mette d'accord, jusqu'à ce qu'on poursuive, mais en tout cas, voilà, c'était vraiment elle qui était en position de force, ce qui allait totalement à l'encontre de l'image qu'on a en Europe, tout à l'heure. Mhm. Et au niveau de délai, parce que c'est souvent ce qu'on reproche au Canada, dans la mesure où effectivement, jusqu'à présent, il y avait peu d'agences. Comment ça se passe? Nous, on a été super chanceux parce que quand on voit les gens autour de nous, ça a pris beaucoup plus de temps pour nous. Au niveau timing, on a signé avec l'agence en juillet 2015 et Ava, elle est née en mai 2017, pardon. Ouais, donc effectivement, ça a été Euh, relativement rapide. donc Enfin, ouais, ça a si on peut été dire ça. rapide, ça a été rapide. On a Mm. trouvé, alors on a eu quelques petites déconvenues pour trouver une donneuse, parce qu'il y en a deux qui ont laissé tomber au dernier moment, donc ça nous a fait entre guillemets perdre du temps parce qu'on avait booké les rendez-vous médicaux pour elle, etc. Donc, Mhm. la première qui laisse tomber, on en retrouve une deuxième, on repère du temps, etc. Et après, à partir du moment où on a trouvé la troisième et que les embryons ont été fertilisés, on a été mis en contact avec la mère porteuse 3 mois et demi après, je crois, à peu près 4 mois, entre 3 et 4 mois après avoir nos embryons. Et après, en Mhm. revanche, nous et elle avons voulu prendre le temps de se connaître, Mhm. vraiment, avant de confirmer qu'on voulait faire ça ensemble. Donc ça a pris un peu plus de temps, mais pas, encore une fois, on a signé en janvier 2015, en juillet 2015, je vais y arriver, et le premier transfert a eu lieu en août 2016. D'accord, Donc oui. c'est quand même Donc c'était relativement relativement rapide. rapide. Ouais. Mhm. Et au niveau, alors on va revenir un petit peu en arrière dans le process. Donc tu me dis que vous n'êtes pas passé par l'agence que tu as rencontrée sur le fameux congrès Mhm. de Ouais. Bruxelles. Euh, je vais pas te demander le pourquoi parce que ça c'est propre à chacun, je pense. Mais comment tu as fait la recherche? Enfin, comment vous avez envisagé d'aller vers une autre agence et quels ont été vos critères en fait? En fait, on s'était renseigné sur un peu toutes les destinations possibles à l'époque. Et on avait vu, parce qu'après c'est pareil sur la PGL, il y a des forums de discussion, donc on avait des discussions, on avait des infos par ce biais-là aussi, Mhm. et on avait non, on avait échangé avec les deux agences canadiennes, euh, et du coup, enfin, la façon de fonctionner de l'autre agence ne nous convenait pas forcément. Euh, D'accord. enfin, voilà, c'était le retour qu'on avait eu, on n'a pas forcément accroché avec la dirigeante de l'agence. D'accord. Oui, bon, ça c'est clair que c'est une question de personnalité, C'est c'est ça, vraiment propre à chacun. exactement. Et c'est très important d'être en confiance dans ce genre de démarche, donc il faut pas hésiter à... Ouais, c'est quelque chose qui est assez particulier, on a le bout du monde, c'est pas dans notre langue. C'est vrai que si de base on n'est pas forcément absolument en confiance, je pense que c'est compliqué. Ouais. Et d'ailleurs, tu évoques un point que je n'ai d'ailleurs jamais abordé, je crois. C'est vrai que souvent, c'est pas dans notre langue. Est-ce que les agences ont des interprètes ou des personnes qui sont bilingues pour... Enfin, oui, Il y a, bilingues dans... il y a certaines agences, oui, la nôtre non par exemple. Je D'accord. sais que l'autre agence canadienne à l'époque, la dirigeante parlait français. Mhm. Je sais qu'il y a certaines agences aux États-Unis qui ont des Français qui bossent avec eux, Oui, c'est le cas. Mhm. ce qui est plutôt pas mal. Euh, mais pas tous, vraiment pas tous. Enfin, nous, je sais qu'il y a des personnes qui parlaient français à l'agence. Ouais, c'est vrai que ça reste un des freins aussi à lever. Bah, pour certains, je pense, ouais, effectivement, Ouais. parce que ça demande quand même de bien parler anglais et de parler anglais dans plusieurs domaines, parce que tu as tout le côté juridique. À un moment, il faut que tu relises les choses Mhm. que tu signes. Et alors, pour le coup, entre écrire un mail en anglais et relire un contrat en anglais, c'est pas tout à fait pareil. C'est ça. Et après, tu as le médical, parce que pendant le suivi de la grossesse, enfin, voilà, et là, tu es content d'avoir regardé Urgence et Grey's Anatomy en VO pendant des années, parce que tu arrives à comprendre, non mais Maîtrise sincèrement, un en petit plus, tu peu. arrives à comprendre quelques mots que tu comprenais pas avant. Donc, Ouais. ouais, franchement, c'est vrai que voilà, faut quand même avoir
quelques notions d'anglais avant de se lancer parce que c'est un peu compliqué. Donc, en gros, le début du parcours, c'est de commencer par Urgence et Grey's Anatomy en anglais. Exactement. Pendant un an et demi, et après tu peux y aller. Après, c'est bon. D'accord. Et donc, du coup, vous avez trouvé, donc, je suppose, vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'agences à l'époque, que c'est forcément l'autre agence par laquelle vous êtes passé. Elle est située où, cette agence? À Toronto. À Toronto. Ok. Quel est leur process à eux? Du coup, leur process, ils font. Alors, ils te proposent, t'es pas obligé de suivre, ils te proposent de passer par leur agence de donneuses et leur clinique. Après, tu peux Mhm. passer par qui tu veux. Nous, on est parti du postulat que bah, si c'était leur partenaire habituel, ils avaient tout intérêt à ce qu'il soit sérieux et bien. Mhm. Et que de toute façon, cette agence-là, elle fonctionne par le bouche à oreille, puisque, surtout à l'international. Donc, si on n'était pas satisfait, ça n'irait pas. Donc, voilà, on a suivi leurs accords. Donc, on est rentré en contact avec l'agence de donneuse et, euh, et la clinique. On a fait, il y a tout un tas d'analyses médicales à faire qu'on a fait en France. Puis, dans le même temps, à peu près en même temps, on a rédigé ce fameux profil en anglais où bah, on se raconte en fait, hein, on raconte son avis, on met des photos, on explique qui on est, comme, bah, un peu ce qu'on a fait tout à l'heure toi et moi, mais enfin moi surtout, Mhm. mais en développé, parce que bah voilà, faut vraiment expliquer qui on est et donner envie à une femme de nous connaître et de porter notre enfant. Donc on faisait ça en même temps, de réussir euh, à rentrer dans le truc de choisir une donneuse, c'est pas la partie très cool au début parce que voilà, c'est un peu, c'est un catalogue hein, sur internet, mais Ouais, c'est ça. Mhm. au début c'est un peu psychologiquement c'est un peu compliqué quand même de tu vois, te Ouais, tu connecter à m'étonnes. ça et de parce qu'en plus t'as alors chez eux, parce qu'après sans te présenter autrement chez d'autres, mais chez eux t'as une sorte de tableau avec une photo et vraiment quelques informations et quand tu cliques t'as un profil. Mais donc c'est bizarre de regarder cette liste de photos en gros et de te dire bah tiens je veux elle quoi. Enfin, c'est un peu bizarre au début. Donc au début Mhm. on passe pas mal de temps à regarder sans rien faire pour apprivoiser le truc. Et puis après, après tu as conscience de ce bah, que tu n'as pas le choix et petit à petit à force de lire les profils, tu te rends compte de ce qui est important pour toi, de ce dont tu te fiches, etc. Euh, nous je sais que déjà on triait beaucoup les profils parce que on aurait, enfin, c'est le cas aujourd'hui, mais ce qu'on voulait vraiment, c'était d'avoir une donneuse connue. Euh, Mhm. C'était hyper important pour nous, et il n'y en a pas beaucoup qui acceptent d'être connus, donc ça permettait d'en éliminer un certain nombre, et pour simplifier un peu le choix. Et après, une fois que tu as choisi ta donneuse, bah, tu commences, enfin, tu continues, parce que tu as déjà commencé avant, la partie administrative, et tu rajoutes le début de la partie légale et médicale. Euh, qui est vraiment pas cool. De toute façon, en gros, tant que ta marquise n'est pas enceinte, c'est pas quelque chose de très glamour et très excitant comme Ouais, c'est processus. très administratif. Ouais, exactement. Donc voilà, et après, il y a effectivement le voyage pour faire un don, et après, c'est la clinique qui prend le relais jusqu'à ce que tu sois toujours sûr de tes choix et pourquoi tu les as faits, mais que tu regrettes un peu cette agence où toi tu ne fais rien, notamment une mère porteuse, parce que finalement tu n'as pas pris sur ce qui se passe et que tu as envie de les appeler tous les jours pour dire alors, ça y Mais est, vous oui, avez trouvé forcément. quelqu'un, et c'est horrible parce que c'est le premier moment de tout le process où tu n'as absolument pas la main Mhm. et où tu ne peux rien faire et ça devient très compliqué d'attendre. Euh, Parce que je t'ai dit tout à l'heure, on a attendu 3 4 mois, Ouais. mais à ce moment-là, on a l'impression que ça a duré des années, quoi. C'est horrible. Ouais, c'est long, hein, 3-4 mois. C'est la moitié d'une grossesse déjà. Donc, Ouais, déjà, c'est vrai, je l'avais jamais vu comme ça, mais c'est vrai. Donc voilà, et t'attends, et après, on te présente, et une fois, enfin, je sais plus exactement sur la chronologie, mais je crois que c'est une fois qu'on a matché avec Jennifer, on a un entretien avec une travailleuse sociale qui est assez long, et là, on recommence effectivement un petit peu de légal et de médical pour accompagner sa préparation et son transfert. Euh, et puis là, pour le coup, à partir du moment où tu commences à faire laquelle, tu rajoutes énormément d'humains, mhm. Ah, parce mais que, c'est là que ça devient intéressant. bah oui, c'est là que ça devient cool. Et voilà. Puis elle, comme nous, on voulait effectivement une relation aussi sur la durée. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a attendu avant de dire oui, on peut continuer avec elle, parce que on n'est jamais sûr que ce soit dans la vraie vie ou dans ce genre de cadre, hein, que ça va durer tout le temps. Mhm. Mais voilà, on voulait être sûr qu'on s'entende bien, qu'on soit sur les mêmes valeurs, etc., pour qu'on puisse continuer à être en contact et que ça se passe bien.
C'est vrai que c'est souvent ce que j'entends, le fait de vouloir avoir une relation, sur la durée avec la mère porteuse. Alors, j'avoue que la première fois qu'on me l'a dit, moi, j'ai trouvé ça un peu étrange parce que moi, j'étais du coup dans notre cas à nous, dans une relation complètement différente. Nous, le choix du donneur anonyme était clair, net, précis parce que justement, on Ouais. voulait pas du tout de relation, du tout. Enfin, on voulait pas de connaissances, rien, tu vois? À force d'enregistrer des épisodes ou de découvrir des histoires de papa en GPA, qui sont passés par la GPA, je le comprends complètement. Je pense que c'est une part hyper importante finalement dans le process, ce côté humain avec la mère porteuse. Il y a le côté humain, et puis après, moi, je sais que j'avais fait à l'époque, toujours pour les mêmes raisons, hein, sur le début de la GPA, où je dis qu'est-ce que j'en pense, c'est vraiment horrible ce qu'on va faire, Mhm. à faire pas mal de recherches, en plus des témoignages qu'on avait vus, et de me rendre compte que finalement, alors c'est pas vraiment sur la GPA, mais ça se recoupe, que euh, en fait, j'essayais de répondre dans ma tête à toutes les oppositions de la manif pour tous et des opposants. Et notamment ceux, on les arrache à un parent et ils vont avoir un Mhm. manque, etc. Et en fait, en lisant des choses, je me suis rendu compte que, a priori, les enfants qui avaient un manque et qui recherchaient, c'était notamment les enfants adoptés, mais qui n'avaient pas accès à leurs origines, et que dès Mhm. lors qu'ils connaissaient ces origines, ça allait beaucoup mieux. Enfin, en tout cas, c'était les Mhm. études que j'avais lues. Et c'est vrai que nous, ce qu'on voulait, c'est que notre fille, enfin notre enfant, parce qu'on ne savait pas à l'époque qu'on aurait une fille, mais puisse un jour, à tout le moins, même si on n'avait pas de vrai rapport récurrent avec la donneuse et la mère porteuse, qu'elle puisse, le jour où elle se posait des questions, ou si elle voulait poser des questions, si elle voulait, enfin, en gros, c'était le bien-être au-delà même de l'aventure humaine qu'on a vécue avec ces deux femmes, le bien-être Mhm. de notre enfant, et de pouvoir apporter toutes les réponses à ces questions, le cas échéant, quand elle serait plus vieille. Ouais. Vous étiez bien documenté du coup en amont. Et alors c'est vrai que la question souvent se pose par rapport à la mère porteuse, mais au niveau de la donneuse, vous avez aussi la possibilité de garder le contact? Ouais, alors pas forcément toutes. Nous, je sais que, comme je t'ai dit, on a eu deux mauvaises expériences sur le choix. Euh, Ouais. en fait, quand la première s'est désistée, l'agence nous a dit, bah, je suis désolé, faut que vous cherchiez quelqu'un, et a mis en avant deux ou trois profils, je sais plus, dont un qui nous plaisait. Mm. Mais alors, là, pour le coup, c'est très moche, mais on nous dit que c'est bien de choisir les donneuses les plus jeunes possibles parce qu'elles ont plus d'ovules en général lors des dons. Elles sont plus fertiles. C'est ça. Et en fait, cette jeune fille qui nous avait proposé, qui nous plaisait bien, était un petit peu vieille, puisqu'elle avait, je crois, 25 ans. Ouais. Et Ça va, elle était avec le pas encore recul, c'était un périmée. peu ridicule. Mais en tout cas, elle était plus vieille que d'autres. On se disait, et en fait, elle avait déjà fait plusieurs dons, elle donnait de moins en moins, enfin, elle donnait de moins en moins d'ovules à chaque fois. Et on se disait, mais mince, comme elle est encore vieillie, est-ce qu'elle va donner, etc. Donc en fait, on l'a pas retenue. On en a choisi une autre. Et quand l'autre s'est redésisté, on a redit, ben voilà, est-ce que vous pouvez nous conseiller, enfin, nous proposer d'autres profils? Et on nous a remis celui-ci. Euh, et on s'est dit, allez, mince, c'est pas grave. De toute façon, elle nous plaît depuis le début, enfin, son profil nous plaît, et puis c'est pas grave, on verra, allez. Et faut se fier à son instinct, on avait dit qu'on l'aimait bien, et c'était juste ça qui nous prenait. Et en fait, quand on l'a choisi, on a dit à l'agence, bah, écoutez, voilà, c'est elle. La fille de l'agence nous a répondu, écoutez, ok, je vois avec elle si ça va, si elle est disponible et qu'elle peut faire un cycle maintenant. En revanche, je dois vous prévenir que je la connais, elle va vouloir vous parler, elle va vouloir vous connaître, est-ce que ça vous dérange? J'ai dit, non, clairement non, au Mhm. contraire. Et du coup, on est toujours en contact. Le hasard a fait que notre donneuse et notre mère porteuse habitent dans la même ville. Euh, Ah oui, c'est un super hasard ça. c'est un super hasard, qui n'est pas non plus une ville immense, que donc elles voulaient être connues, que elles sont très différentes, mais hyper chaleureuses toutes les deux. Et pour te dire, quand on est retourné au Canada, quand Ava avait 1 an et demi, en Mhm. vacances, pour les voir, et donc la donneuse avait organisé la date de son mariage pour qu'on soit là. On a Ah des oui. relations Ah ouais, ouais. hyper proches, on s'écrit, elle Ouais. nous envoie des colis avec des cadeaux pour notre fille. On fait des Skype plus ou moins réguliers, c'est un peu dur. Mais avec les deux, on s'écrit, nous avons des nouvelles très régulières. Ouais, effectivement, c'est hyper convivial comme relation. Enfin, Ouais. honnêtement, je trouve ça génial. Nous aussi, en plus, on connaît depuis le tout début, enfin, depuis qu'on y est allé la première fois, on connaît leur famille tous les deux. Voilà, enfin, pour le coup, on a vraiment l'impression de faire partie d'une autre famille de l'autre côté de l'Atlantique. Ouais, c'est vraiment incroyable. C'est vrai que j'avais déjà entendu que souvent elles vous présentaient à leur famille et ça reste notamment, enfin, c'est quand même un parcours aussi qui impacte la famille, donc finalement, Ouais, c'est normal c'est de ça. vous Oui, bah oui. présenter. En fait, au final, c'est vrai qu'au tout début, quand nous on est arrivé, en fait, on est allé
au Canada la première fois, enfin ensemble avec quand elle était enceinte de 5 mois pour l'échographie de 5 mois, on connaît le sexe. Puis ça nous permettait de rencontrer tout le monde. Et donc la mère porteuse et son mari sont venus nous chercher à l'aéroport. Et avant de nous emmener dans notre Airbnb, on est passé chez eux euh, pour voir, on représentait les enfants. Il y avait euh, la mère de son mari, ses sœurs. Et sur le coup, nous, bon, outre le fait qu'il y avait 6 heures de décalage horaire et 8 heures de vol, on était un peu décontenancés de se dire, bah, en fait, on vient d'arriver, il y a toute la famille, c'est comme ça. Et au final, c'est vrai que c'est des décisions, surtout la mère porteuse, la donneuse un peu moins, mais ça impacte effectivement toute sa vie, toute sa famille. Ouais, clairement. Et c'est fréquent ces problèmes, entre guillemets, enfin problèmes, de désistement des donneuses? Parce que, ben, 2 consécutifs, c'est quand même pas de chance, quoi. On a demandé à notre contact à l'agence qui nous expliquait que ça arrivait parce que c'est pas du tout les mêmes process de recrutement que les mères porteuses. Mmh. Et c'est vrai que là, par contre, le don il est rémunéré et qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui font un don d'ovocytes pour avoir un peu d'argent sur un projet quel qu'il soit. Souvent, c'est leurs études ou ouvrir une boutique. Enfin, il y a plein de choses. Et c'est vrai qu'elles ne réfléchissent pas forcément aux conséquences. Et Mmh. quand ça devient réel, il y en a un certain nombre qui se disent parce que en fait, elles se sont inscrites en disant j'ai entendu parler de ça, c'est cool. J'ai juste entre guillemets à donner mes ovocytes pour avoir un petit peu d'argent. Et finalement, c'est quand même beaucoup plus engageant que ça. Ouais. Je pense, de ce qu'elle nous disait, en tout cas, notre interlocuteur, c'était assez fréquent qu'il y ait des désistements après, parce que voilà, quand on prend conscience et que ça devient réel, on va dire, bah non, en fait, je crois que j'ai pas envie. D'accord. Parce que le don est rémunéré au Canada? Ouais, D'accord. D'accord, d'accord. Et alors, donc, du coup, vous avez donc, bon, on passe sur tout l'administratif. Une fois que donc vous avez sélectionné votre mère porteuse, enfin, vous partez au Canada pour la ouais. rencontrer, c'est ça? Une fois qu'on l'a sélectionné, non, on l'a rencontré que Par vidéo? par visio et par écrit et les visios. Mhm. On l'a rencontré, oui, enfin, quand on s'est rencontré physiquement, elle était enceinte de 5 ans. Ah oui, d'accord, ok. Ok. Et au niveau de, bah, du coup, donc, au niveau de la prise de la grossesse, on va dire, Oui, elle est tombée enceinte rapidement? Vous avez dû faire du, plusieurs essais? deux transferts. On en a fait un au mois d'août, Mhm. qui a pas pris et en fait les Canadiens étant tout étant un petit peu plus à la bonne franquette et familiale qu'aux États-Unis ou en France, les résultats d'analyse prennent toujours un peu de temps aussi. Donc on a eu D'accord. confirmation de cette analyse, je crois que c'était un vendredi, ou un jeudi soir tard pour nous, enfin, je sais plus exactement, et on nous a dit, je sais que c'est la veille d'un week-end, donc on nous a dit le vendredi, mais en fait les garçons, il faudrait que vous re-signiez tous les papiers en urgence parce que compte tenu de son cycle, si vous voulez qu'on recommence maintenant, il faut que vous signiez tous les papiers tout de suite. Donc Mhm. euh, on a recommencé le traitement, enfin, elle a recommencé le traitement immédiatement, et on a refait un transfert. Alors le premier était début août, et on a refait, de mémoire, c'était le 20 septembre. D'accord. Parce qu'en fait, tu dois signer tout, ben, tous les papiers, enfin, sur une partie des papiers du process pour chaque cycle. Ouais, c'était pour D'accord. autoriser pour je sais plus, enfin, je sais plus exactement pour le process, je t'avoue que c'est un truc que j'ai un peu occulté. Non, pas de souci. Mais c'était pour, ouais, pour repartir pour la clinique, je crois, je sais plus exactement. D'accord. Et donc, du coup, deuxième transfert, et c'est réussi. C'est c'est ça. Ah, super. Combien, enfin, combien vous aviez d'embryons, du coup? On en avait 4. D'accord, ok. Oui, parce que ça met aussi une certaine pression. Ah, on est d'accord, parce que on n'en avait pas, enfin, pour le coup, c'est pas énorme. Et c'est vrai que quand le premier raté, tu fais le deuxième transfert, tu te dis si celui-ci ne réussit pas, bah, il en reste que deux, quoi. Et deux, Ouais. enfin, effectivement, tu ne peux rien faire et pour autant, ça te met une certaine pression, effectivement. Ah, mais c'est clair. Est-ce que le Canada te propose d'implanter plusieurs embryons? Euh, je- L'agence te le déconseille. D'accord. Je sais qu'ils le font malgré tout si tu le demandes, mais D'accord. c'est pas la politique. D'accord, ok. Ok, ok. Et alors, quelle est votre réaction? Enfin, déjà, comment vous avez su que le test était positif? On l'a su parce qu'elle ne s'est pas gardée un secret. Euh, C'est elle qui vous l'a dit, donc. C'est elle qui nous l'a dit. Elle était censée faire un test. Alors du coup, je suis, à l'époque, je suis plus expert dans les délais. Faire un test, à, je sais Ouais. plus, genre 7 jours après le transfert ou un truc comme ça, je sais plus. Mhm. Et, la veille ou l'avant-veille du fameux jour, elle n'arrêtait pas de me demander quand est-ce qu'on était dispo parce que ce serait bien qu'on fasse un Skype. En gros, on comprend qu'elle veut faire un Skype pour que le test se révèle, quoi.
Et on se disait, soit elle l'a déjà fait et elle le sait, soit elle a perdu la raison et elle veut qu'on vive ça en direct, ça va être atroce pour tout le monde. Et en fait, elle nous a confié après qu'elle avait déjà fait euh, des tests urinaires et qu'elle en avait fait 2 ou 3, je sais plus, et que, alors ça je l'ai appris aussi, je savais pas, mais toutes les femmes le savent, mais que la bande témoin, enfin, elle est de plus en plus foncée au plus t'as Oui. d'hormones, et donc en fait elle voyait que ça se fonçait chaque jour, donc elle voyait qu'après c'était bien parti, donc voilà, et donc effectivement, comme on l'a enquiquiné quand elle faisait ça, elle a lâché le morceau en disant qu'elle avait déjà fait le test et que c'était positif. Et elle nous a envoyé des D'accord. photos de tous les tests mis bout à bout, et elle a continué à en faire, etc. Donc voilà, Super. Et alors, comment vous avez réagi? Bon, bien, je suppose, mais plutôt mal, non, je rigole. Plutôt bien, effectivement. Après, non, c'est bizarre parce qu'on réagit plutôt bien, mais en même temps, c'est pas c'est concret. assez, ouais, c'est pas concret, donc c'est un peu compliqué de se projeter et de réagir correctement. Enfin, Mm. c'est un Moi, je peu te rassure, impalpable. on a le même C'est très problème dans tous conscient. les couples, hein. Au début, ça manque de concret, clairement. Exactement. Et elle avait déjà, je t'ai pas posé de question, mais par rapport à ça, au Canada, les mères porteuses, elles ont, pour pouvoir devenir mère porteuse, est-ce qu'elles ont des critères à respecter, type avoir déjà des enfants? Et ça, ouais, exactement. Elles doivent avoir au moins un enfant déjà. D'accord. Ok. Donc elle avait 3 enfants. Ah oui, donc elle savait bien de quoi elle parlait quand même. C'est ça. Après, c'est la première expérience en GPA, mais en tout cas, elle avait 3 enfants. D'accord, première expérience en GPA. Ouais. Ok. Donc ensuite, vous allez au Canada pour la rencontrer. Enfin non, je vais un peu Non, vite. ouais, c'est ça, elle est enceinte d'abord. Ouais, voilà, déjà, donc elle est enceinte. Il y a la première écho, je suppose. Oui, elle en a une, effectivement, assez rapide, où elle nous envoie les photos. Mhm, On ne voit pas grand-chose, comme toutes les premières photos. mhm. Et là, pendant le début, c'est quand même assez, même si c'est assez peu concret, c'est assez stressant parce qu'en fait, tu te réveilles tous les matins. Tu sais que tu n'auras pas de nouvelles jusqu'à 13-14 heures. Et Oui, pendant 3 mois, tu te dis, est-ce qu'elle va bien? Est-ce que ouais. jusqu'à 13 heures, on aura un message pour nous dire qu'il y a eu un problème? Est-ce qu'il y a quelque chose? Enfin, du coup, c'est un peu, Ouais, le premier euh, trimestre est compliqué. ouais, c'est ça, c'est un peu compliqué. La distance n'est pas forcément aidante sur le coup. Mhm. Mais ça permet aussi du coup de créer des liens parce que tous les matins, alors après c'est horrible parce que c'est les habitudes, tous les matins ils nous écrivent en se levant et si un jour elle se lève un peu plus tard, Oui, toi t'es là et tu te dis qu'est-ce qu'il y a, pourquoi elle est pas, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Euh, c'est clair. donc c'est un peu, et ça permet du coup voilà, on parlait tous les jours, on continuait à se lier, et, voilà. Elle nous envoyait régulièrement des photos, alors pas au tout début parce qu'elle change pas, mais dès lors qu'elle a commencé à grossir, elle nous envoyait des photos pour qu'on voit quel point du ventre, etc. Et, euh, puis voilà, là, assez rapidement, dès lors qu'on sait, je crois qu'on a attendu les 3 mois quand même, hein, mais qu'elle est enceinte de 3 mois et que ça a tenu, ben, on s'est précipité pour prendre des billets d'avion et louer un appart pour venir pour les 5 mois, Mhm. ce qu'on n'avait pas fait par superstition avant. Ouais, je comprends. Mais voilà, de se dire qu'il fallait le faire, on en avait très envie. Et là, pour le coup, c'est devenu hyper palpable et concret et réel, quoi. Ouais. Et vous avez pu vous déplacer donc aux 5 mois par rapport à vos boulots respectifs, vous êtes partis combien de temps? Est-ce que ça a Ouais, posé un problème? non, là, on est parti une semaine en plus, donc D'accord. Oui, bah, donc. non, non, vraiment, pour le coup. Après, enfin, moi, je suis libéral, donc dans une moindre nécessaire mesure, mais je fais un peu ce que je veux, et mon mari, il peut s'arranger aussi quand même. Ça va, mais là, c'est D'accord. une semaine. D'accord. Non, parce que ça reste aussi un Ça des reste, points ouais, exactement, ça reste un importants, hein, frein parce pour que certains. c'est ça. Parce que autant sur les premiers rendez-vous, bon, tu peux effectivement rester une semaine, mais au moment de la naissance, c'est pas une Ah semaine bah, que tu c'est un restes. peu plus long, ouais, c'est un peu Donc plus voilà. gênant. On est d'accord. Voilà. Donc le rendez-vous des 5 mois, c'est le rendez-vous où vous avez découvert le sexe du bébé. Ouais, exactement. Écho, Vous avez alors, une ok. préférence? Bah, enfin, moi, je préférais une fille et mon mari préfère un garçon. Donc, on savait qu'il y en avait deux qui seraient contents. En Voilà. vrai, on aurait été contents tous les deux. Enfin, la preuve, il est très content alors qu'il préfère un garçon. Mhm. J'aurais été très content si ça avait été un garçon. Mhm. Mais non, bon, voilà, on était chacun pour des raisons personnelles et stupides parce qu'en fait, en vrai, on s'en fiche. Euh, mais voilà. Après, au Canada, c'est un peu spécial parce que personne n'assiste à l'échographie, mais que ce soit D'accord. nous ou les couples mariés classiques. Ouais. On attendait dans la salle d'attente, on voyait toutes les femmes partir toutes seules et les mecs rester dans la salle d'attente. Et à la fin, ils viennent vous chercher. Donc en fait, en plus, l'échographie des 5 mois, elle est quand même super longue. Ouais. On reste un temps fou dans cette salle sans savoir ce qui se passe et en se disant s'il n'y a pas un problème, etc. Enfin, c'est un peu.
là aussi c'est un peu stressant. Mhm. Et on a fini par venir nous chercher en disant voilà, et là du coup le la personne qui fait, enfin, le technicien nous montre quelques, le bébé, mais rapidement, et on nous demande si on veut le sexe, et essaie de nous remontrer brièvement, et voilà. Donc ça va très vite, du coup. Oui, oui, du coup, ouais, c'est hyper rapide, je me C'est doute. ça. Donc une petite fille Une petite prévue, fille, exactement. donc tu devais être très content. C'est ça. Donc l'après-midi, on est sortis, on a été tous les trois avec la mère porteuse acheter des vêtements. D'accord. Ok, bah oui, en même temps, c'est souvent ce qu'on fait après cette échographie-là. Bah ouais, ça, elle nous avait dit qu'elle voulait nous offrir des trucs Archie McJune, donc elle était très contente, elle était très contente d'acheter, d'être avec nous pour la. Donc du coup, voilà, c'était la journée pour nous. Ah, c'est chouette, c'est chouette. Et donc, bon, il faut repartir, hein, puisque il y a un moment où Ça, vous pouviez c'était pas un peu rester au Canada. compliqué. Voilà, je me doute. Je nous revois en larmes à l'aéroport en disant que on quittait, euh, on quittait notre bébé, qui était famille du coup, mais Ouais. et Oui, que mais bon. c'était horrible qu'on voulait rester, etc. Après là, tu te dis, tu fais une raison, tu te dis finalement, il reste pas tant de temps que ça. Ouais. Donc, Non, mais c'est sûr qu'après les 4 mois suivants, ils passent hyper vite, hein. ouais, après pour nous, il faut passer encore plus vite parce qu'à 32 semaines d'aménorrhée, donc à 7 mois, Ouais. Jennifer, la porteuse nous a appelé pour nous dire qu'elle était un samedi, pour nous dire qu'elle était hospitalisée et qu'elle avait un souci, et c'est là que tu regrettes les pavillons de termes médicaux. Il faut essayer de Ouais, comprendre ce tu qui se passe, m'étonnes. parce que pendant qu'elle te parle, tu tapes des trucs sur Google en même temps, et tu tombes sur des trucs atroces avec un demi-mot que tu as compris. Donc c'est assez C'est ça, horrible. avec des images et tout. Ouais, c'est C'est clair. atroce. Ok, En plus, il y avait une c'est sage-femme clair. qui parlait un peu français et qui se sentait avec nous de parler français parce qu'elle parlait pas français en vrai. On va dire, mais tais-toi, reparle anglais s'il te plaît, parce que c'est pire en anglais, en français, alors arrête. On veut juste savoir ce qui se passe. Donc au final, c'était quelque chose qui était, alors pour la mère porteuse, qui était pas grave, qui pouvait être grave pour le bébé. Et enfin, elle avait un suivi plusieurs fois par semaine. En gros, le truc, c'est que si ça c'était à surveiller et que si ça stagnait ou ça empirait, il fallait déclencher la pression tout de suite. Donc on savait D'accord, qu'à ok. partir de 2 semaines, ben, on pouvait tous les jours, on recommençait, tu sais, le réveil à regarder ton téléphone dès que tu te réveilles. Et puis du coup, pour vous, ça précipitait les choses. Exactement, parce qu'on savait que de toute façon, les médecins nous ont dit que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, on n'irait pas au terme de la grossesse, c'était évident. Donc, Mmh. D'accord. Comment vous avez géré ça? Ouais. très bien. Ouais, parce que c'est vrai que du coup, faut anticiper un déplacement éventuel, en fait. Bah, en fait, nous, alors, comme on est très ordonné et que pareil, c'est quand même c'est tout un processus qui coûte quand même très cher. On avait, en fait, elle arrêtait pas, enfin, c'est drôle parce qu'elle s'en est beaucoup voulu, la rapporteuse, d'avoir ce problème médical, alors que bah, elle n'y est pour rien, la pauvre, parce qu'en fait, elle arrêtait pas de nous dire depuis le tout premier jour que son plus grand talent dans la vie, c'était d'être enceinte, qu'elle faisait ça merveilleusement bien, qu'elle n'avait jamais eu aucun problème, qu'elle accouchait en claquant des doigts, ce qui était vrai, Mmh. quasiment le jour du terme à chaque fois, enfin, que voilà, qu'en gros, Ouais, c'était elle rassurant. était, ouais, c'était son truc, quoi. Donc nous, on avait réservé, comme des bons petits élèves, nos vols, etc. Enfin, pour venir, on avait déjà tout réservé, du coup. Je crois qu'on Mmh. arrivait une semaine avant l'accouchement, enfin la date prévue, en se disant, bon, bah, voilà, a Mmh. priori, ça devrait être bon, tout va bien. Donc, bah, il a fallu faire dans la combat, mais sans pouvoir faire quoi que ce soit, parce qu'en fait, tu sais que tu n'iras pas au terme de la course, donc tu sais pas quand ça sera. Donc, Ah oui. tu peux pas non plus, enfin, tu peux quand même pas prévoir, puisque ça peut être tous les jours, quoi. Donc, Bah oui, bien sûr. c'est un peu compliqué. Et au final, son traitement fonctionnait, ça s'est stabilisé, et du coup, on nous avait dit que a priori, elle serait déclenchée entre la 36e et la 37e semaine. Donc Mmh. on avait prévu, du coup, il fallait qu'on prévoit un moment ou un autre, euh, de partir la veille de la 36e semaine. D'accord. D'accord. Et elle a finalement tenu jusqu'à 36 semaines? Le jour de la 37. Ah, Une impeccable. semaine et un jour après notre arrivée, ça a été déclenché. Parfait, parfait. On a eu le temps de se remettre du calage horaire et de se promener un peu, vraiment, et de profiter d'elle très très grosse juste avant une semaine. C'est ça, c'est ça. Et alors, comment ça se passe un accouchement avec une mère porteuse au Canada? Euh, alors, elle était suivie par des midwives, qui est l'équivalent de sage-femme, enfin pas tout à fait l'équivalent, mais un petit peu, qui la suivaient, qui sont présentes toujours là, que nous on connaissait, parce que le rendez-vous qu'on avait fait, c'était avec elle. Euh, Mhm. il y avait son mari, il y avait nous, et une sage-femme de l'hôpital, et un électricien qui, je pense que c'est un peu comme en France, du coup, qui vient au début et qui revient pour la délivrance, mais qui n'était pas là. Mhm. On a, en tout
quand on est arrivé, on a été reçu par les pathologies à l'hôpital Mhm. pour faire le plan de naissance. Après, on en avait parlé entre nous, enfin, tous les trois avant. On nous avait dit qu'elle, elle était totalement disposée à ce qu'on soit présent si on le voulait, que si on ne le voulait pas, elle le comprenait, qu'en fait, on faisait ce qu'on voulait. Donc du coup, qu'est-ce que vous avez souhaité alors? On a souhaité être présent, on était tous ensemble, et on, évidemment que, je sais plus si c'est elle qui l'a demandé ou si on lui avait dit tout de suite, mais que, évidemment que son mari soit là. Parce que Et vous avez choisi à ce moment-là à qui le bébé serait remis en premier ou alors, vous avez laissé faire nous, on lui a dit, après l'écho des 5 mois, on en a parlé quand on était là-bas en janvier, on lui a dit que si elle le voulait, pour nous, ça nous paraissait naturel qu'elle prenne le bébé en premier. Euh, Mhm. et si elle ne le souhaitait pas, voilà, on devrait, mais pour nous, ça nous paraissait naturel. Euh, Mhm. Elle n'a pas répondu. Je pense que c'est quelque chose qu'elle n'avait pas Mhm. anticipé. Et puis, bah, c'est vrai que c'était une première pour elle, tout ça, donc je pense qu'elle ne savait pas. Et on n'en a jamais Mhm. reparlé. Je crois qu'on lui a redit quand on est retourné, je ne sais plus. Mais ça s'est effectivement fait très naturellement. C'est elle qui a reçu le bébé en premier, le temps qu'on coupe le cordon avant qu'on le prenne. Mhm. Il y a une question que je n'ai pas abordée d'ailleurs, c'est d'habitude je le fais. Comment vous avez fait le choix du donneur? Enfin, de qui allait donner? De vous deux? On a fait le choix par rapport à ce qui était important pour nous. Il y en a un de nous deux pour qui c'était euh, relation important d'avoir une filiation génétique et pas Mhm. l'autre. Donc, euh, D'accord. donc au final, c'est plutôt bien. D'accord. Ok. Et donc ce jour-là, donc c'était en, En hmm, 2018, en mai 2018. en En 2018, en 17, mai oh, j'arrive 2018, c'est à ça? 2017. 18 mai 2017. 18 mai 2017, voilà. C'est le 18 qui nous perturbe aussi. C'est ça, c'est l'un et l'autre, ça me. Ouais. Donc, c'est le premier jour du reste de votre vie, clairement. Exactement. Vous arrivez au bout du process. Ouais. Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est la suite en fait? Vous repartez tout de suite avec le bébé? Vous restez sur place un petit peu? Au Canada, c'est atroce parce que c'est un accouchement ambulatoire. Donc elle est née Ah à oui. 15h, à 15h50 et à 19h, on était tous dans nos voitures. Euh, Oh là là. Il n'y a pas de sas de décompression, quoi. non. Et du coup, alors sur le coup, de toute façon, t'as pas le choix, mais ça va être une bonne idée. Quand tu te retrouves chez toi à poser ton cosy, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on fait là? C'est atroce. Donc, la première nuit, elle est un petit peu compliquée. D'autant qu'on te Mhm. remet une page entière de recommandations et de choses à laquelle faire attention, et notamment aux arrêts respiratoires. Oui, Euh, c'est rassurant. on t'explique qu'un bébé, ça peut arrêter de respirer pendant 10, 20, 30 secondes, que c'est pas grave du tout, mais qu'il faut quand même faire attention de la 30 secondes. Je me souviens qu'il mettait entre parenthèses, et c'est très long, euh, qu'il n'ait pas les lèvres bleues, mais enfin, c'est hyper long. Et du coup, voilà, quand tu passes ton temps, alors je pense que si tu es à la maternité, tu fais un peu ça aussi, hein, mais tu passes ton temps à la regarder et à voir ce qui se passe. Euh, donc c'est très très long. Mais finalement, tout est C'est clair. ressorti en bon état le lendemain matin. Et c'est un premier succès. Euh, Voilà. et après, bah ouais, bah, tu t'y mets petit à petit. Euh, Au début, bah, en plus, comme elle était suivie par ses midwives, en fait, tu as des rendez-vous Mhm. à J+1, J+3, J+5, enfin, tu as certains rendez-vous. Et en fait, du coup, on avait la sage-femme qui venait joignait la France tous les jours pour faire des visios avec les grands-parents et des proches Bah oui, forcément. qui devenaient Mhm. fous de ne pas pouvoir la voir, qui Mhm. attendaient. Et puis, bah, voilà, et t'attends après d'avoir des papiers pour rentrer. Et ça prend un délai de combien de temps? En gros, c'est quoi ce qu'on ce qu'on vous Alors, préconise comme. ça peut être un peu plus rapide, mais ça a pris quasiment 4 semaines pile, parce qu'on est parti à 4 semaines après sa naissance. En fait, les dispositions légales avaient changé pendant la grossesse, et en fait, on ne pouvait plus, on était obligé d'attendre 7 jours entre la naissance. Après la naissance, pour pouvoir déclarer la naissance et faire les papiers. En fait, la mère porteuse n'avait rien le droit de signer pendant 7 jours. En fait, au bout de 7 jours, c'est vrai qu'après les femmes, c'était un peu laissé porter, donc on va nous aider. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé un peu seul face aux papiers. Et on nous a mal renseigné, c'est qu'on a tout envoyé. Et on nous a rappelé pour dire, l'état civil nous rappelle pour dire non, 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 ça va pas, il faut refaire parce qu'il y a ça qui va pas. Nous, on se dit ok, Mhm. puis tu sais, on est français, donc on se dit, bah, au pire, si ça m'embête, on prendra la voiture, on a la rapporter. Et puis, bah, Mhm. on a été sur Google Maps et l'Ontario, c'est très très grand. Donc, en fait, là où on envoyait les papiers, c'était à 24 heures de route. Donc, on s'est dit que Oh non, la vache. on n'allait pas y aller. Oui, c'est clair. Il fallait qu'on se débrouille autrement, donc on a tout refait. Donc là, tu es content quand même d'être proche parce que c'est vrai que t'as beau parler anglais, etc. Quand t'es pas ta culture
structure. Donc c'est vrai que là, pour le coup, la donneuse nous a vachement aidé parce qu'elle passait des coups de fil avec sa sœur pour nous à l'administration. Euh, c'est comment ça se passe, quoi. Donc, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Et je sais qu'on nous a finalement proposé de faire un passeport provisoire pour Ava, et au final, on a eu son acte de naissance et son passeport le mercredi, on prenait l'après-midi, et on prenait l'avion le jeudi après-midi. D'accord. Et à ce moment-là, vous n'avez plus de conseil juridique, enfin, vous n'avez pas de conseil juridique de la part de l'agence? Bah, là, pour le coup, ça c'est un peu. Ce que je disais tout à l'heure, le côté un peu familial, c'est bien, et des fois, ça merde un peu. D'accord. Et du coup, tu me disais que c'était la mère pardon, que c'était la donneuse qui vous avait aidé. Vous Ouais. l'avez informée, prévenue de la naissance de la petite? Ah, mais elle est venue la voir dès qu'on est rentré chez nous à 19h, à 21h, elle était là. Oh, c'est génial. Donc, pour C'est le coup, on vraiment est très génial. proches, hein. C'est un peu. Aujourd'hui, vous avez encore des contacts fréquents Ouais. ou Oui. réguliers avec Euh, les deux? Fréquent, beaucoup moins fréquent qu'avant, ça c'est sûr. Mhm. Après, on se suit sur les réseaux sociaux, donc déjà, ça fait un peu comme des amis qui habitent dans le Oui, sud de la France, quoi, tu vois, ouais, que tout à tu fait. vois. Donc, enfin, c'est un peu le côté positif et négatif des réseaux sociaux, c'est que tu les vois, donc tu as des nouvelles, mais du coup, comme tu as des nouvelles, tu n'en prends pas forcément T'en plus tout prends le pas. temps parce que tu Oui, vois, tout à fait. c'est un peu ça. Et Mhm. de temps en temps, soit quand on a envie de se faire, enfin, voilà, un truc à se dire ou un truc qui nous fait penser à l'un à l'autre, on sait. Oui, d'accord. Et alors, donc, arrive le moment où il faut reprendre l'avion pour rentrer avec un nourrisson d'1 mois, Ouais, votre bagage d'1 mois de parents, donc pas encore hyper expérimenté. c'est ça. Comment ça se passe? Bah, au final, plutôt pas mal, parce que malgré tout, tu sais que, enfin, c'est un peu l'effet colonie de vacances. Euh, Oui. Tu sais, tu pars, c'est tes copains, c'est le drame, tu te sépares, etc. Tu ne verras jamais. Là, on sait qu'on allait se revoir, donc tu sais quand même des gens qui ont passé un mois, qui nous avaient offert l'opportunité d'avoir un bébé. Donc effectivement, c'est hyper triste, tu sais pas quand est-ce que tu pourras revenir les revoir. Enfin, c'est atroce, et en même temps, on prenait l'avion vers une famille, notre vie, etc. Donc c'était en même temps très cool et très excitant. Donc tu avais le mélange des deux. Euh, Mhm. je ne t'apprends pas qu'avec un garçon par mois, tu es quand même très fatigué aussi. Donc tes émotions sont un petit peu lissées par ta fatigue Décalé. Mhm. et C'est décuplées, mais en clair. même temps tu gères différemment, donc ça va. Et, euh, Voilà. et puis au final, bon, après, elle était quand même plutôt très très cool. Euh, enfin, ça ne m'en était pas plus que ça. Et après, il faut dire que moi j'ai vraiment hyper peur de la vie. Donc, Oui. donc le fait d'avoir un nourrisson, finalement, il fallait que je m'occupe d'elle et ça m'occupait. Donc moi j'étais assez content qu'elle soit là, tu vois. Parce que Ah, j'avais tu pas le droit m'étonnes. d'avoir peur. Tu m'étonnes. Donc non, le retour, D'accord. enfin, ça va. D'accord. J'étais un peu la star de Donc, du l'avion, t'as un coup, bébé, t'as un bébé aussi, enfin, pour le coup, bah, les c'est autres places, elles clair. sont toutes en France, t'as un petit bébé, enfin voilà, c'est chouette. C'est clair. C'est clair. Et donc, une fois revenu en France, est-ce que vous saviez quelles étaient les démarches à faire? Est-ce que vous avez pu faire tout de suite les papiers d'AVA ou est-ce qu'il a fallu attendre un peu? On a fait Euh, assez rapidement les démarches auprès de la Sécu, parce que bah, mhm, c'est un truc qu'on néglige, mais quand tu rentres, t'as rapidement, tu peux aller un mois, donc il y a tout le processus de vaccination notamment à faire. Et ça coûte cher un vaccin, parce qu'on les a payé nous-mêmes au début. ouais, Donc voilà, ça on l'a fait assez rapidement. Euh, Tu te rends compte que dès lors que c'est pas dans les cases, tes interlocuteurs, ça devient compliqué parce que c'est compliqué, donc elles ne cherchent pas forcément toutes à essayer de savoir comment il faudrait faire. Je sais qu'on a eu mhm, quelques soucis avec la Sécu, avec la carte après, c'est l'enfer, mais finalement mhm, ça s'est réglé à chaque fois. Et, euh, et voilà. Après, pour ces papiers français, on l'a pas fait forcément tout de suite parce que c'était pas une nécessité. Tu vis très très bien avec les ouais, papiers canadiens. On l'a fait dans la foulée. Alors après, c'était plus pour un côté pratique parce que c'est vrai que avoir un acte de naissance qui est transcrit, c'est plus simple parce qu'au Canada, c'est plus long. Et pour à chaque fois que tu as un extrait d'acte de naissance, il faut payer, donc c'est un peu chiant quand même. Euh, ouais, c'est clair. puis voilà, le fait d'avoir une carte d'identité, c'est pareil, ça prend moins de place qu'un passeport que d'avoir dans ta poche quand tu te promènes. Donc Ouais, c'est sûr. c'était plus un côté pratique au début de faire ses papiers. Et puis après, je sais que là pour le coup, on n'est pas tous à partager les mêmes idées. Mais euh, moi j'aimais bien. Enfin, voilà, techniquement, elle était à demi française aussi de toute façon. Donc il n'y a pas de raison qu'elle n'ait pas Mhm, des papiers français. Quoi. Donc, voilà. C'est- ouais, complètement. Et vous vous étiez mariés avant?
On s'était mariés avant, on s'est mariés en juin 2016, donc juste D'accord. avant les transferts. Ben, on savait être, enfin, je pense qu'on se serait mariés plus tard, mais on l'a fait à ce moment-là parce qu'on savait très bien. Il y a plein de gens qui étaient invités qui ont su après pourquoi on se mariait. Il y en a qui savaient déjà pourquoi on D'accord. se mariait. Voilà, on Oui, se mariait, qui s'en doutaient quand même. c'est ça, c'est ça. Et du coup, vous avez lancé l'adoption pour parce que bon, Ouais. malheureusement en France, vous n'êtes pas reconnus tous les 2 Non, puis nous, on comme avait fait le papa choix et d'être maman? d'être un seul sur l'acte de naissance. Ah d'accord, OK. Parce que à cette époque-là, en tout cas, c'était beaucoup plus facile parce qu'il y avait quand même moins de transcription automatique de deux papas. D'accord. Donc il y en a Mmh. qu'un ou deux qui est sur la connaissance. Et alors c'est pareil, ça pour le coup, on a fait les consentements chez notaire extrêmement rapidement. Et après, Mmh. on a un peu traîné. Mais on l'a fait relativement D'accord. rapidement et ouais, il n'y a pas de difficulté. Il y a pas de difficulté. Ouais, tu pas eu de difficulté parce que c'est vrai que Non, de il ce y en qu'on a de avait moins vu en dans moins. ouais, voilà, depuis 2019 de mémoire, tout s'est simplifié au niveau de la GPA, de la rentrée des enfants sur le territoire et de l'adoption. Ouais, l'adoption même avant, c'était plus, ça a commencé à suivre le régime des couples de lesbiennes en fait, où l'adoption était beaucoup plus simplifiée. Euh, il y a eu une première phase où tous les dossiers étaient rejetés, puis après ça a été simplifié. Alors pour les couples de lesbiennes, mais pas pour les couples d'hommes, parce que je sais pas. Et finalement, voilà, là, suivant les endroits, mais c'est quand même de plus en plus accepté, y compris pour les adoptions. D'accord. Je vais te poser une dernière question au niveau de votre parcours. Est-ce que vous avez évoqué, alors entre vous déjà, la possibilité et la potentialité d'avoir un deuxième enfant? On l'a Et si évoqué et oui, on l'a balayé. ouais, d'accord. Ok, donc je vais pas poser la question qui Non, suit. ça sert à rien. Voilà. Non, on l'a balayé parce qu'en fait, on en a beaucoup parlé. Initialement, c'est ce qu'on voulait. Et Mhm. en fait notamment, alors c'est au sens très très large, pas que pour le process, mais pour une question financière. Y compris pour le process, Bah mais oui, pour voilà. la vie qui suit après. Quoi. On habite Ah à ouais, bien sûr. Paris et on a beaucoup réfléchi à se dire est-ce que, on ne sait pas quel sera notre niveau de vie dans un an, dans 2 ans, dans 10 ans, est-ce qu'on préfère prendre le risque de se priver et de ne pas forcément pouvoir offrir à nos enfants ce qu'on aimerait leur offrir, ou est-ce qu'on a un seul enfant et voilà, on peut lui Oui, offrir ce que je plus de comprends. choses et tout ça au niveau de son quotidien, ses études, etc. Donc on s'est dit que, Mhm. si on changeait d'avis, on verra en même temps. Oui, voilà, oui, c'est clair. Et au niveau financier, justement, on n'a pas non plus abordé ce côté-là. Est-ce que tu as une idée de l'enveloppe globale, du coup, de votre GPA? Alors en tout, ça nous a coûté aux alentours de 60 000 euros. D'accord. Le Ce qui est pas process, les une petite somme. voyages, c'est pas une petite somme, mais par exemple, c'était beaucoup moins cher qu'un process aux États-Unis. Ah, mais carrément. Et après, on bénéficiait aussi, pour le coup, ça, je sais pas encore, je sais pas maintenant, mais on bénéficiait d'un avantage. Le taux de change était extrêmement avantageux À ce moment-là. à ce moment-là. Et nous, on avait, du coup, on a également, enfin, du coup, on avait échangé une très grosse somme d'argent à un Mhm. moment. C'est un coup de poker parce que le taux de change était vraiment plus avantageux à ce moment-là. Oui. Et Ouais. on s'est dit, on va le faire. Et effectivement, on a bien pu le faire parce qu'on vérifiait, et on a fait au meilleur moment, ça ne savait rien, mais ça nous a vachement aidé aussi. Enfin, Ouais, c'est vrai qu'il faut aussi réfléchir à ça, c'est clair. C'est clair. Enfin, je t'ai déjà dit que c'était la dernière question. Je pense à ça. Au niveau, est-ce que les cliniques, enfin les agences te proposent un financement ou toi tu dois passer par ton financement, enfin tu dois trouver un financement de ton côté? pas du tout. Enfin, nous, il y a peut-être des endroits où ils le font, nous, pas du tout. D'accord. Donc du coup, vous avez dû trouver votre financement tout seul. C'est oui, tout seul. Et je suppose qu'aller voir un banquier en lui Ouais, ouais. expliquant le motif de la demande de prêt, c'est pas simple. Ah non, Ouais. c'est ce qu'on appelle. Après, je sais que moi, j'avais une conseillère, enfin, ma conseillère qui était, alors c'était pas ma copine, hein, mais qui était plutôt open et j'ai fini par le balancer Mhm. pendant le rendez-vous, on en parlait parce que voilà. Et mon mari, il avait même conseillé depuis très longtemps, euh, qu'il connaissait bien, et il l'a dit très ouvertement. D'accord, ok. Et ça s'est plutôt bien passé. Et du coup, on a fait aucun impact. Le seul endroit où on a menti, c'est que, enfin, sinon, c'est pas nous d'ailleurs. Enfin, on a Mhm. juste accepté le mensonge qui nous était proposé. C'est parce que du coup, on a fait une hypothèque sur notre appart pour le Mhm. prêt qu'on a souscrit pour le GPA. Et, euh, et le notaire qui signait l'hypothèque nous disait euh, ah, mais donc, j'imagine que c'est pour faire des travaux. Mhm. Mhm. C'est ça. Oui, c'est ça. Et de nous faire un cours de droit sur les travaux d'amélioration de notre appartement. Voilà. Du coup, on a laissé déjà parce qu'on ne voulait pas se Oui, lancer ce que je là-dedans. peux comprendre. Mais sinon, non, enfin, et après, moi, je connais pas mal de gens qui en ont parlé ouvertement à leur banquier.
Alors c'est vrai que si tu viens d'arriver dans une banque, je pense que c'est un peu Oui, compliqué, voilà. mais Je pense que tout le monde n'est pas non plus ouvert de la même façon, mais bon. non, en vrai de vrai, enfin, par contre, enfin, je pense que les gens dans la vraie vie et pas dans les journaux avec la manif pour tout ça, je pense que les gens sont de plus en plus ouverts sur la question. Ouais. Je vais te poser les dernières questions celles que je pose Ouais. habituellement en fin d'épisode. La première, c'est est-ce qu'un enfant peut être heureux avec deux papas? J'ai l'impression. Mon quotidien me fait dire que oui. Mon entourage aussi. Donc, c'est des questions c'est des questions que tu te poses un peu avant, que tu te poses après. Tu regardes. Enfin, moi, je sais que je pense qu'on en parler avec d'autres couples de papa, tu as toujours cette espèce de chose où tu as l'impression que tu fasses encore mieux que les autres parce qu'on t'a fait en Ouais, tournant. clairement. Du coup, tu regardes beaucoup et tu es très attentif aux retours qu'on te fait. Euh, et je te confirme que après 3 ans de crèche, notamment, elle m'a dit au revoir au mois de juillet. On n'a pas arrêté de me dire à quel point la fille était épanouie, heureuse et que tout se passait bien. Donc, et puis de la voir tous les jours, a priori, elle a l'air tout aussi heureuse que les enfants qui ont Ouais, une maman. que n'importe J'ai aucun quel souci là-dessus pour autre le coup. enfant d'un couple qui s'aime. Exactement. Ouais. Ok, en même temps, on n'en doutait pas, hein. Non. Moi non. Moi non plus, je te rassure. Et ma dernière question sera donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter de continuer à être heureux tous les trois et qu'elle continue à grandir correctement et à nous rendre heureux. Et c'est ce que je vous souhaite parce que vous avez l'air d'être complètement à l'aise dans vos baskets. Alors, évidemment, je parle en ton nom surtout, hein. Enfin, par rapport Lui aussi, ça va, je te ça a rassure. l'air d'être le cas. Honnêtement, c'est une belle histoire que tu viens de me raconter. Je pense qu'on a pu aborder des points que je n'avais pas encore abordés parce que moi aussi, ma réflexion, il faut qu'elle avance et clairement, voilà, Ah oui. c'est pas mon quotidien, moi. Et voilà. Non. Mais en tout cas, ouais, ça ne fait qu'enfoncer le clou du fait que nos familles sont belles et sont heureuses. Ouais, ça c'est clair. Je te remercie encore beaucoup, Rémi, de t'être rendu disponible pour cet entretien. Et je serais ravie de découvrir en photo ta famille, évidemment, quand tu pourras m'en envoyer. Avec joie. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à toi. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et plus particulièrement sur Apple Podcast afin de lui donner plus de visibilité. N'hésitez pas à le partager et à le faire découvrir. Plus nous gagnerons en visibilité et plus nous aiderons d'autres familles à se construire et ainsi nous normaliserons les nouveaux schémas familiaux. Peut-être aurons-nous aussi la chance de pouvoir rassurer et montrer la voie aux nouvelles générations. Ainsi que le site de l'APGL et l'autre association dont Rémi parle dans l'entretien, Men Having Babies. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode du podcast Les enfants vont bien. D'ici là, prenez soin de vous. While you watch the people speaking words you can't quite comprehend. You asked me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine. Just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone. Less alone. I'll be right behind you, Josephine. Even when my soul's an amputee.
and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my